Bonjour à tous. Dans le cadre de mon module Safe Sport du diplôme A CONCACAF de Canada Soccer, j'ai réalisé un audit, des politiques et des pratiques de mes 4 organisations dans lesquelles j'évolue et qui encadrent ma pratique, donc à savoir Canada Soccer, Soccer Québec, le U-Sport et l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'objectif de la présentation que je vais vous faire ce matin, c'est de partager les principaux constats de mon analyse, d'identifier les écarts observés entre les différentes politiques et leur mise en application, puis enfin de procéder à des pistes concrètes d'amélioration afin de renforcer la sécurité sportive. Donc tout d'abord, pourquoi le Safe Sport? Avant cette formation, j'associais, principalement, le safe sport à la prévention des abus et puis à l'ensemble des mécanismes disciplinaires, mais à la suite du module, de mes lectures et puis de mes recherches, je pense avoir, développé une vision un peu plus élargie. Le safe sport représente une culture tout d'abord organisationnelle où chaque décision prise par les dirigeants, les entraîneurs et puis les bénévoles des structures et les parents influencent directement le bien-être des athlètes ou alors des étudiants athlètes. Un environnement sécuritaire ne se limite pas à l'absence de violence. Il doit également favoriser le respect, l'inclusion, la sécurité psychologique, l'équité et enfin et surtout le développement à long terme des joueurs et de l'ensemble des athlètes. Donc le safe sport, ça devient plus maintenant une responsabilité collective qu'une simple obligation réglementaire. Hem, la deuxième partie, va viser ici, l'ensemble des forces observées. Heu, Mon audit, du safe sport démontre que les 4 organisations possèdent aujourd'hui un cadre de réglementation qui est, somme toute, assez solide. Les politiques sont harmonisées avec, le Universal Code of Conduct of Prevent and Address Maltreatment in Sport, ainsi qu'avec le Canadian Safe Sport Programme. Les procédures disciplinaires sont clairement, définies, et les mécanismes de plainte sont maintenant, indépendants, au sein de Canada Soccer. Soccer Québec, quant à lui, transpose efficacement ces exigences dans le contexte provincial. Donc, une fois l'application de Canada Soccer effectuée, la province le diffuse et la diffuse au club via des outils pratiques mis à la disposition de l'ensemble des clubs, un filtrage des bénévoles, des différents employés, l'obligation et la mise en place de formations comme la règle des deux, le code éthique et un ensemble de procédures disciplinaires qui visent l'accompagnement structuré pour faciliter l'application sur le terrain. Maintenant, du côté des forces observées dans le milieu universitaire, du côté universitaire, le U-Sport met davantage l'accent sur la protection de l'étudiant athlète, des questions de diversité, d'équité et d'inclusion. Donc ce sont, vraiment un code, et une culture de sécurité intégrée au développement des athlètes universitaires et plus particulièrement dans ma réalité à l'université de Québec à Trois-Rivières. On peut constater que les politiques sont robustes contre le harcèlement psychologique, les violences sexuelles. Il y a un cadre institutionnel solide sur le respect de la personne et de la dignité. Il y a des mécanismes également et enfin qui sont mis en place de signalements clairs et accessibles à l'ensemble des étudiants athlètes et plus globalement aux membres, un engagement institutionnel envers un environnement sain et sécuritaire. Maintenant, si nous allons sur, la synthèse des forces, observées, heu, c'est que mon principal constat, c'est que les organisations sont aujourd'hui très performantes dans l'ensemble de la rédaction des politiques. Par contre, on verra aussi par la suite, c'est que, elles ont une implantation sur le terrain, concrètement, qui demeure très variable. Heu, la synthèse des forces communes démontre une sensibilisation et surtout aussi également des outils à disposition qui sont accessibles. On parle de formation obligatoire, on parle de code d'éthique, on parle de formation telle que la règle de 2 et ou encore des mises en place administratives avec un filtrage des bénévoles, des employés ou des outils de prévention. On peut dire également que le cadre réglementaire, il est harmonisé. Donc toutes les organisations disposent de politiques qui sont écrites, claires, alignées sur des standards qui sont nationaux.
C'est des règlements et des cadres qui sont complets, cohérents et harmonisés entre les niveaux fédéral, provincial et universitaire, assurant une protection uniforme des athlètes dans les milieux dans lesquels je travaille. Les mécanismes de plainte sont établis, donc les processus sont formels, indépendants et par rapport au traitement des plaintes. Ce sont des mécanismes qui garantissent une réponse structurée, équitable et confidentielle face aux différents signalements d'abus. Hem, Comme je vous ai dit tantôt, maintenant on va être capable de pouvoir, vérifier et essayer d'analyser les différentes lacunes. Hem, la première, on parlerait, heu, d'une perception administrative, dans le sens où, via le Safe Sports, on remplit les formations, on signe les codes de conduite, on complémente les vérifications judiciaires, mais cela ne garantit pas, une véritable culture de sécurité, dans le milieu du sport. Donc c'est un fossé qui est, ce 1er fossé, puis cette première lacune est entre la conformité réglementaire et l'intégration culturelle. Ça représente un risque majeur. Les athlètes peuvent évoluer dans un environnement formellement conforme, mais dépourvu de sécurité psychologique authentique et concrète, et de leadership éthique actif. Donc, toujours dans ce manque, de lacunes, donc ce manque d'organisation, hem, il existe peu d'indicateurs permettant de mesurer l'efficacité des politiques. Donc comme qu'on parle d'indicateurs, on parle par exemple, d'indicateurs sur le climat organisationnel, sur le sentiment de sécurité, sur la satisfaction des membres, sur un taux réel de signalement qui aurait pu être effectué, et enfin le niveau, de confiance que, les personnes ont envers, les dirigeants. Heu, donc ça, c'est une deuxième lacune que j'ai été capable de relever, c'est qu'on manque encore, d'indicateurs quantifiables sur la mise en place et l'efficacité du Safe Sport. Troisième lacune maintenant, ce sont ce que j'ai voulu essayer d'appeler, des formations qui demeurent pour le moment souvent génériques. Les formations SafeSports sont actuellement pas forcément adaptées, selon les rôles et les responsabilités de chacun. Pourtant les besoins sont criants, quand on parle d'entraîneurs, de directeurs techniques régionales, d'assistants coach, de parents ou encore de bénévoles. Les enjeux sont différents et on doit être capable d'adapter la formation au niveau de pratiquants qu'on a avec nous. Donc pour l'instant, les formations restent uniformes et génériques, ce qui limite l'impact réel sur les comportements, et réduit, le sentiment d'approbation que les participants peuvent avoir par rapport à ça. Donc sans pertinence directe pour le rôle, les acteurs peinent à intégrer les principes du C-sport dans leur pratique quotidienne. La lacune, numéro 4, c'est que, les clubs ne réalisent pratiquement jamais l'audit annuel dans leur pratique du safe sport. Il existe donc peu de mécanismes d'amélioration continue, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en de définir ici. Et enfin, le leadership demeure un enjeu important. C'est-à-dire que ce genre de projet doit être mené par des personnes, qui y croient, qui ont envie d'améliorer les choses. Donc les dirigeants reçoivent rarement une formation spécifique sur la sécurité psychologique, la gestion des conflits et la gouvernance éthique. Donc comme je viens de vous dire, un diagnostic annuel, structuré est indispensable pour assurer la conformité et l'amélioration continue de l'ensemble de nos organisations. Et enfin, tout projet doit être porté par un leader, qui lui-même est suffisamment formé à ces différentes politiques. Donc on doit avoir des personnes dans les structures qui ont une posture, une culture et une compétence relationnelle afin d'être capable d'expliquer, de former, de mettre en place, de réguler et de renforcer les différentes formations avec les leaders pour que ce projet soit ancré durablement dans les organisations. Par la suite, j'ai effectué un petit tableau comparatif, donc de mes différentes 4 organisations dans lesquelles, j'évolue, ou du moins en contact avec lesquelles j'évolue, selon 6 critères clés: politique écrite, mécanisme de plainte, formation, audit, indicateur de mesure et leadership. Et enfin, c'est, dans une volonté d'évaluation basée sur l'analyse documentaire et sur les pratiques observées. Donc je vous laisserai le voir. On a quand même un très bon
Niveau de maturité de mise en place du Safe Sport, on a un cadre de référence national qui est solide, Soccer Québec, avec la mise en place d'outils de formation et pratiques efficaces, le U-Sport avec des questions d'inclusion, de protection des athlètes et de politique institutionnelle robuste, donc dans un environnement qui est très intéressant par rapport à ça. Le plan d'action, donc si j'avais à mettre en place, en œuvre, un plan d'action Safe Sport dans un club ou alors dans une association régionale ou alors dans mon équipe ou du moins avec des gens que je côtoierais à tous les jours, je pourrais proposer 5 actions prioritaires. La première serait de désigner une personne ressource du Safe Sport clairement identifiée. Ce serait cette personne qui deviendrait la ressource de référence pour l'ensemble des membres. Euh, la deuxième serait de réaliser des audits annuels. Chaque saison, l'organisation dans laquelle j'évolue ou que je pourrais évoluer évaluerait les formateurs, les formations, les différentes vérifications judiciaires, l'application de la règle de 2, des mécanismes de plainte, la communication et enfin la gouvernance. Enfin, mon troisième point dans mon plan d'action serait de développer des formations adaptées, comme je vous l'ai dit en préambule, adaptées aux entraîneurs, adaptées aux parents, adaptées aux arbitres, adaptées aux administrateurs, adaptées aux collègues de la direction technique, où chaque groupe de formation euh, correspondrait à ses responsabilités. La quatrième mesure serait de mesurer le climat organisationnel dans lequel je suis. À l'aide de sondages anonymes, il serait possible d'identifier rapidement s'il existe des préoccupations pour mes membres avant que cela ne devienne des situations problématiques. Et enfin, on essaierait de mettre en place un tableau de bord comme outil concret du Safe Sport où les dirigeants pourraient suivre des indicateurs tels que le taux de formation, le nombre de signalements annuels ou alors mensuels, trimestriels, les différents délais de traitement qu'on aurait eu pour les cas qui adviendraient, le résultat ou les résultats des différents audits, et enfin tous nos points d'amélioration pour l'année plus 1, l'année plus 2. Ainsi, après analyse, le SafePort, ça pourrait devenir un véritable indicateur de performance organisationnelle. Donc c'est comme ça que je serais capable de définir. Donc comme je vous disais, si je les prends point par point pardon, maintenant, donc je nommerai un référent du SafeSport dans chaque organisation. Donc ce serait le coordinateur des différentes politiques et procédures, une ressource principale pour les athlètes, les entraîneurs et les parents, et un réel relais des communications entre les instances fédérales, provinciales, nationales et locales. Et enfin, ce serait cette personne, selon moi, qui serait responsable du suivi des formations et également des signalements. L'impact que je penserais que cela pourrait avoir, donc l'impact attendu, ce serait une meilleure visibilité des engagements du self-sport, une responsabilisation accrue à tous les différents niveaux, donc entraîneurs, parents, athlètes, et un point de contact clair et défini pour toute situation nécessaire nécessitant une intervention. Donc là, cette action, ça transforme l'obligation réglementaire en leadership actif. L'action numéro 2, donc de réaliser des audits annuels complets dans les clubs, dans les associations, afin d'évaluer systématiquement l'application des politiques, donc dans les différents domaines suivants, donc dans les formations, donc de vérifier les certifications des entraîneurs, des bénévoles et de l'ensemble des personnels, une vérification de sécurité, respect de la règle 2, filtrage des antécédents judiciaires, une gestion des plaintes, donc la révision des procédures de signalement et des délais de traitement, communication, donc diffusion des politiques de SafeSport auprès de nos membres, et enfin des points dans le domaine de gouvernance ou la conformité des structures décisionnelles et aux exigences éthiques. L'impact attendu, ce serait un diagnostic annuel rigoureux permettant d'identifier s'il y a des écarts, corriger les lacunes et d'assurer une amélioration continue de la culture du safe sport au sein de l'organisation. Donc l'audit deviendrait ici un véritable outil de pilotage stratégique et non seulement une simple formalité administrative. Ma troisième action serait de former, serait de faire de la formation adaptée par groupe, donc une formation efficace
comme je vous l'ai dit, ne peut pas être générique selon moi. Chaque groupe d'acteurs, donc que ce soit entraîneurs, parents, arbitres, administrateurs, directeurs techniques, membres du conseil d'administration, joue un rôle distinct dans l'environnement sportif. Donc il faut, selon moi, avoir des formations ciblées qui permettent une meilleure appropriation des valeurs, de l'application concrète dans différents contextes. Donc l'objectif de cette action numéro 3 serait de développer des modules spécifiques adaptés aux responsables et aux différentes réalités que chaque groupe va vivre au sein de l'organisation afin de maximiser l'impact et l'engagement que ces derniers vont atteindre. Donc j'ai essayé de voir un petit peu les groupes ciblés. Donc, si je prends les entraîneurs, ce serait dans la gestion de leur équipe et dans la relation avec les athlètes. Pour les parents, ce serait le rôle de soutien qu'ils ont vis-à-vis de leurs enfants et dans la communication qu'ils entretiennent avec l'organisation. Les arbitres seraient, eux, dans un contexte de neutralité, de respect, ce serait totalement applicable. Pour les administrateurs des structures, ce serait notamment dans toutes les questions politiques et de conformité. Et enfin, pour les directeurs techniques, question de leadership, de gouvernance éthique vis-à-vis des décisions rencontrées. Donc, le résultat attendu serait la mise en place d'une culture du safe sport qui soit intégrée à tous les niveaux de l'organisation. Avant-dernière action, donc ce serait de mesurer le climat organisationnel, donc à l'aide de sondages anonymes, comme je vous le disais tantôt. Donc, ce serait la mise en place de sondages anonymes et réguliers auprès des athlètes, des entraîneurs et les membres du personnel afin de mesurer le climat de l'organisation, le niveau de satisfaction et le niveau de sécurité psychologique au sein des clubs et de l'association. Cette mesure, ce serait quelque chose de proactif qui permettrait d'anticiper éventuellement les problèmes avant qu'ils apparaissent et d'identifier également les zones de vulnérabilité du groupe, de l'organisation ou de l'association afin d'orienter les actions vers une amélioration continue de la culture du safe sport au sein du club. Et enfin, la dernière action, comme je l'ai tantôt, c'est un exemple, mais un tableau de bord du safe sport qui permettrait un suivi dynamique et continu avec des chiffres et des résultats concrets qui viseraient donc la sensibilisation et l'amélioration. Donc ce serait de mettre en place un tableau de bord centralisé que le club pourra avoir imprimé sur leur bureau ou quoi que ce soit, mais quelque chose sur lequel qui serait visible et accessible à tous afin de faire indiquer les indicateurs clés, donc le taux de formation complété, le nombre de signalements que l'association a traité, les délais de résolution qu'on a eus, une fois qu'on a défini ensemble qu'est-ce qu'était un délai raisonnable, les résultats des audits annuels et les plans d'amélioration en cours. Donc là, ce serait de mettre en place une action avec un suivi dynamique qui permet un pilotage proactif de la culture du safe sport. Donc là, ça favorise la transparence organisationnelle et soutient à l'amélioration continue à tous les niveaux de l'organisation. Donc, en conclusion, je dirais que le safe sport, c'est surtout une culture organisationnelle. C'est une réflexion qui m'a permis de comprendre ce que c'était le safe sport et que ça consistait pas seulement à protéger les athlètes contre les abus. Il s'agit avant tout de développer une culture d'organisation fondée sur le respect, le leadership et la responsabilité. Comme entraîneur ou comme directeur technique, je pense désormais intégrer ces différents principes dans mes décisions, encore plus que je ne le faisais précédemment. Je crois que ce sont quelque chose qui est très important. Ça va au-delà de l'obligation réglementaire à remplir. C'est une culture, comme j'ai expliqué, vivante, donc qui bouge, qui change de mois en mois, de jour en jour, de semaine en semaine, de cas en cas, où chaque personnel de l'organisation est acteur et doit être proactif dans ses différentes décisions. Donc c'est là où les entraîneurs comme nous ou les directeurs techniques, on est sur un rôle central. On est les premiers ambassadeurs d'un environnement sécuritaire, inclusif et éthique pour les athlètes. Donc la transition de la simple conformité réglementaire vers une amélioration continue, c'est un véritable enjeu. C'est l'enjeu de cet audit donc, que j'ai pu faire au travers de mes différents environnements dans lesquels je suis, Canada Soccer, Soccer Québec, le U-Sport et l'université. Mais je constate qu'il y a déjà des bases qui sont très solides. Donc, il s'agit maintenant d'ancrer ces différents principes dans la culture quotidienne et de mesurer les projets et d'agir avec conviction pour le bien-être durable de l'ensemble des athlètes. Donc selon moi, je terminerai sur ça,
Un environnement sécuritaire et sportif n'est pas seulement une exigence réglementaire, c'est le fondement d'un développement global optimal pour chaque athlète et chaque individu. Lorsque les organisations intègrent pleinement les principes du C-Sport, elles créent des conditions idéales pour que les athlètes s'épanouissent sur le plan sportif, personnel et social. La sécurité psychologique, le respect et l'équité deviennent alors des leviers puissants de la performance et surtout de la fidélisation des familles, des athlètes, du personnel, des employés, des bénévoles à l'organisation. Donc je crois vraiment que les prochaines années devront permettre aux organisations sportives de passer à un cap dans la logique de conformité réglementaire à une logique d'amélioration continue, comme j'ai essayé de vous le démontrer. Euh, et selon moi, les organisations qui réussiront cette transition vont offrir non seulement un environnement plus sécuritaire qu'il ne l'est déjà présentement, mais également un meilleur environnement de développement pour leurs athlètes, pour leurs entraîneurs, pour leurs bénévoles et pour l'ensemble de leurs membres. Merci de votre écoute. J'en ai fini avec l'audit Safe Sport. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.